Mémoire d'un témoin du siècle, l'enfant, l'étudiant, l'écrivain, les carnets. Écrit par Malek Bennabi. Première partie, l'enfant. En naissant en 1905 en Algérie, on vient à un moment où le courant de conscience peut être connecté sur le passé avec ses derniers témoins et sur l'avenir avec ses premiers artisans. J'ai donc bénéficié d'un privilège indispensable aux témoins en naissant à un tel moment. Dans mon milieu familial, j'ai trouvé en effet une aïeule, Hadja Baya, alors centenaire et qui mourra quand j'aurai 3 ou 4 ans. Je ne l'ai donc pas connue suffisamment. Mais, en quittant ce monde, elle laissait dans le milieu familial où je commençais à prendre conscience ces souvenirs vivants qu'on allait me transmettre dans la famille. Ma grand-mère maternelle, Hadja Zulira, me dira, notamment quand je serai plus grand, comment sa mère, Hadja Baya, et sa famille quittèrent Constantine le jour de l'entrée des Français. Les familles constantinoises, une fois leur ville prise, n'eurent d'autre souci que sauver leur honneur, surtout les familles où il y avait des jeunes filles. Elles durent les évacuer du côté du Lumel, où se trouvent aujourd'hui, en bas, les moulins Kaouki et en haut, le pont suspendu. Pendant que les Français entraient par la brèche, les jeunes constantinoises et leurs familles quittaient leur ville en utilisant des cordes qui cédaient parfois, précipitant les vierges dans l'abîme. Mon aïeul, Hadja Baya, a vécu cette tragédie. Son père et sa mère la poussant devant eux à travers les rues d'une ville en désarroi, la conduisirent au bord du précipice, comme Abraham avait conduit jadis son fils Ismaïl pour le sacrifice propitiatoire sur l'autel de Dieu. Cette fois, mon aïeul devait être immolé sur l'autel d'une patrie détruite pour sauver l'honneur d'une famille musulmane. Mon aïeul a échappé cependant à un sort terrible. La corde, le long de laquelle elle s'était glissée, n'avait pas cédé. Et, avec sa famille, elle était allée se réfugier à Tunis, puis à la Mecque. Avant son retour en Algérie quelques années après, une fois mariée et ayant des enfants, elle est morte. Mais le souvenir de son épisode tragique que je viens de résumer lui a survécu. On comprend son effet sur l'imagination de ses arrière-petits-enfants comme moi quand il leur était raconté pendant les veillées d'hiver par sa fille, ma grand-mère Hadja Zulira, qui a vécu elle-même près de 100 ans. Il faut ajouter que ma grand-mère avait un réel talent de conteur qui nous enchantait quand nous étions autour d'elle. Ce fut en tout cas ma première école. Ma conscience s'est formée surtout à cette école, comme devait me le révéler une trentaine d'années après ma naissance, une introspection faite de concert avec quelques amis, étudiants à Paris, qui devaient répondre, comme moi, à la question « Quelle est l'action la plus méritoire de votre vie et à qui la devez-vous » La question ressuscita dans ma mémoire un lointain souvenir. Je devais avoir 6 ou 7 ans. La situation matérielle de ma famille avait encore empiré. Mon grand-père paternel, décidé à quitter l'Algérie coloniale, avait liquidé le reste des biens de la famille pour aller s'établir à Tripolitaine. Il partit avec cette vague de migration qui avait affecté vers 1908 certains centres importants comme Constantine ou Tlemcen. Traduisant ce refus de cohabitation avec le colonisateur qu'on peut considérer comme le germe de pas mal de manifestations politiques ultérieures. Et surtout, comme le germe de ce sentiment de résistance qui a explosé le 1er novembre 1954. Cet exode coïncidait d'ailleurs avec des transformations sociales qui s'opéraient graduellement dans le milieu constantinois. Le milieu gardait ses apparences dans le cadre colonial, mais ses structures traditionnelles et ses usages se transformaient. Les solennités, les mariages, les enterrements, les fêtes d'exorcisme en Nushala, les soirées des confréries, Hansala, Rahmaniya, Tijaniya et surtout Aïsawa, étaient célébrées avec autant d'éclat et d'ostension qu'auparavant dans les familles, mais celles-ci n'avaient plus les mêmes ressources.
Une famille jadis riche devait maintenant, pour marier dignement un de ses enfants, vendre ou aliéner la maison familiale. On gardait l'apparence, mais on perdait la substance. D'ailleurs, l'apparence elle-même commençait à changer. Cette transformation affectait l'ordre moral et l'ordre social. La niche, placée à côté de la porte de chaque maison et où les habitants mettaient à des heures déterminées le repas des pauvres pour leur éviter l'humiliation de la mendicité à haute voix aux portes des habitations, avait disparu avant ma naissance. L'usage de l'alcool apparut et commençait ses ravages. Les premiers abus de confiance contraires à des traditions immémoriales eurent lieu et firent disparaître ces traditions peu à peu. C'est ainsi que cette tradition de solidarité sociale qui consiste à prêter à une mariée tous les bijoux du voisinage disparut dès mon enfance. Elle disparut parce que les bijoux prêtés à un faux mariage n'avaient pas été rendus à leur propriétaire. Dans l'ordre social, la dégradation du cadre traditionnel était encore plus apparente. Cette corporation, comme celle des tisserands, avait déjà disparu depuis longtemps. Les autres corporations végétaient et disparaissaient à leur tour, l'une après l'autre, pour céder la place à la pacotille fabriquée. Des rues entières du vieux Constantine gardaient encore leur nom de jadis comme Rahbat al-Souf, Sabt al-Shbalia, etc. Mais avaient vu disparaître les corporations jadis prospères qui leur avaient donné le nom. La société constantinoise se vulgarisait par le haut et se paupérisait par le bas. Même le détail vestimentaire masculin subissait cette évolution dégradante. Dans les rues de Constantine, où l'on ne voyait que les turbans, les burnous et les vêtements de flanelle brodés, tout cela commençait à disparaître. Et les boutiques où se fabriquent ces articles, comme les Sadarin, fermaient l'une après l'autre.